C'est un tourbillon qui dure depuis un an, jour pour jour, mais on pourrait penser qu'il est plus ancien tant se sont passées de choses. Donald Trump a bousculé la démocratie américaine et bouleversé les équilibres mondiaux. Alors, quel est le bilan de son action aux États-Unis? Quel état des lieux sur la scène internationale? Y a-t-il des gagnants et des perdants dans cette tempête trumpiste? Nous en parlons ce soir avec mes invités dans le club Le Figaro International. Gilles Gressani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur et directeur de la revue en ligne Le Grand Continent. Vous présidez le groupe d'études géopolitiques à l'École normale supérieure et vous enseignez à Sciences Po. Après Le portrait d'un monde cassé, le 4e volume publié par Le Grand Continent est paru en 2025 chez Gallimard sous le titre L'Empire de l'ombre, guerre et terre au temps de l'IA, un ouvrage collectif réalisé sous la direction de l'écrivain Giuliano da Empoli. Bertille Bayard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter et chroniqueuse économique au Figaro. Votre chronique paraît dans le quotidien tous les mercredis, sans compter vos enquêtes pour le Figaro Économie, ce qui vous a amené à vous pencher assidûment sur la guerre commerciale et la politique économique de Donald Trump et leur impact en particulier sur l'Europe. Laure Mandeville, bonsoir. Vous êtes grand reporter au service international du Figaro, ancienne correspondante en Russie et aux États-Unis. Vos derniers livres sont Les révoltés d'Occident de Trump à Zemmour aux éditions de l'Observatoire et Quand l'Ukraine se lève avec Constantin Sigov chez Talent Éditions, tous deux parus en 2022. Alors commençons peut-être par la politique intérieure, la situation aux États-Unis. Donald Trump a pris en 2025 255 décrets présidentiels. Pour se faire une idée, Biden en avait pris 29 en 2021 et 19 en 2024. Trump 1 en avait pris 55 en 2017. Donc on est dans une inflation considérable. Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Est-ce que c'est les attaques sur les institutions, par exemple? Est-ce que les institutions américaines, Gilles Gressani, ont surmonté l'épreuve, ont résisté selon vous ou pas? C'est une question effectivement décisive. Le fait qu'on se la pose montre qu'effectivement quelque chose a changé. Je pense pour comprendre assez précisément ce qui est en train de se passer à Washington, il faut vraiment adopter une grille de lecture qu'on connaît bien en France, c'est celle de la révolution. Oui. En fait, depuis un an, une révolution est en cours. On peut identifier son idéologie. Elle paraît plus réactionnaire que progressiste, évidemment. Il y a une dimension néo-réactionnaire très évidente, une accélération réactionnaire. Mais en fait, il y a une chose qui est assez typique des révolutions, c'est le problème de l'an 2. C'est en fait, pendant une année, vous faites beaucoup de choses, oui. Vous en faites peut-être trop, mais pas assez. C'est quelque part... Pas assez par rapport aux critères d'une révolution? Pas assez pour réellement avoir pris totalement le contrôle de la machine. Uh-huh. Les révolutions sont des machines très, très particulières parce qu'elles doivent accélérer pour ne pas cracher. Et là, nous sommes vraiment dans cette situation-là. C'est-à-dire, au fond, ce qui est très clair pour Donald Trump et l'élite qui l'entoure et qui est très puissante et très structurée, c'est qu'ils ne pourront pas survivre à une alternance politique. S'ils perdent le pouvoir, ils finiront en prison, voire pire. Et donc, désormais, la politique aux États-Unis est devenue un jeu à somme nulle. C'est en fait une des magies de la démocratie libérale, électorale, c'est qu'on essaie d'éviter que ça devienne ça. En fait, quand on perd les élections, normalement, on finit pas en prison, on meurt pas, on n'est pas tué par les adversaires, on n'est pas persécuté. Ce qui va se passer de manière inévitable aux États-Unis, c'est qu'ils ont allé trop loin dans l'enrichissement personnel. On parle plus de 10 milliards. Oui. On sait, c'est plus de 10 milliards. Pour le moment, c'est beaucoup plus que 10 milliards pour le clan Trump. Chaque jour, il y a des agissements qui sont très limites, voire dépassent très clairement les bornes de la loi. Et donc, c'est impossible pour eux de revenir en arrière. Et donc, ils ont besoin d'aller plus loin. Et c'est pour ça vous, c'est une question de vie ou de mort pour eux? En fait, mais est-ce qu'on peut parler de révolution d'un seul homme ou est-ce que c'est tout le mouvement MAGA qui est impliqué dans cette révolution? Parce qu'il y a des tiraillements. Tout à fait. Et je pense qu'il y a un point de données qu'on ne regarde pas assez et qui, à mon avis, est très important. C'est que Donald Trump, a fait moins de choses lors de son deuxième mandat, je ne dis pas second, lors de son deuxième mandat, plutôt que lors du premier mandat.
Ça peut paraître paradoxal, mais le New York Times a fait une étude très intéressante qu'on avait reprise dans le Grand Continent. En fait, il a participé à beaucoup moins d'événements. Et sur le Grand Continent, travaille un peu moins, mais il bouleverse plus de choses. Il joue beaucoup plus au golf. En fait, il passe 30% de son temps à jouer au golf. Donc les gens disent qu'en jouant au golf, il fait des deals, mais bon, quand même. Donc comment s'explique-t-il? Parce qu'en fait, contrairement au premier mandat, lors de ce deuxième mandat, Donald Trump est arrivé avec une élite qui est très composite, qui a une dimension très clairement révolutionnaire, dans laquelle il y a une part très importante de la tech, une part plus politique, qui est vraiment composée par une filière très clairement d'extrême droite impérialiste. Et c'est un peu dans cette espèce d'ordre composite que Trump règne, avec cette espèce d'énergie spectaculaire impressionnante. C'est qu'en fait, il fait du spectacle une énergie incroyable qui est par la suite utilisée, un peu comme si c'était une déflagration atomique qui par la suite sert à produire de l'énergie pour faire basculer les institutions. Mais j'insiste sur ce point-là. Un an après, Washington n'est pas Moscou. Et les États-Unis ne sont pas la Russie de Poutine. Les institutions sont encore là. Et c'est ça qui accélère, en fait. C'est le besoin, en fait, de rentrer dans le contrôle manuel d'un des acteurs qui va être décisif dans l'année qui vient, l'armée. On va revenir sur l'an 2, un peu plus tard. Laure Mandeville, vous voyez les choses comme ça aussi, c'est une révolution et elle vise en particulier les institutions? Alors en fait, moi je dirais que Trump, de manière générale, effectivement je suis complètement d'accord avec la métaphore de la tourmente révolutionnaire. Je pense que cette révolution est en cours à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est que Trump est au fond une sorte d'insurgé de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un aller-retour permanent entre ces deux insurrections qu'il mène. Vous appelez l'intérieur et l'extérieur, vous la scène du monde. La scène mondiale et la scène du intérieure. Monde et la scène intérieure. Et donc ce ressort révolutionnaire n'est cependant toujours coloré par l'ego de Trump. Je crois que c'est l'autre élément absolument fondamental. Oui, il y a une équipe qui est derrière lui, qui a d'ailleurs des objectifs contradictoires. C'est une élite hétéroclite, vous l'avez dit, Gilles. Mais il y a cet ego absolument dément, comme on en a, je crois, jamais vu sur la scène mondiale et américaine, en tout cas mondiale. Peut-être depuis l'Antiquité romaine. Voilà, je pensais peut-être à un certain nombre d'empereurs romains, effectivement, dans des égos gigantesques. Et là, c'est vrai qu'il y a cette théâtralité, cette mise en scène du moi absolument partout. Il veut que son nom apparaisse partout. Et comme jadis, il le faisait dans le domaine de l'immobilier, il veut gérer, je crois que vous en faites un édito pour demain, Philippe, le fameux conseil, le fameux conseil de la paix. Bref, Trump doit être partout dans la résolution de tous les problèmes. Et ça, je crois que c'est très important. Pourquoi? Parce que l'ego de Trump n'est pas un ego, pour le coup, complètement persistant. C'est-à-dire qu'il a des instincts qui sont obsessionnels, il a des obsessions, mais je ne suis pas certaine que Trump soit capable de mener complètement à son terme la révolution qu'il a engagée. Il y a un côté aléatoire chez lui, il y a aussi un côté, transactionnel. Et en fait, l'aspect transactionnel de Trump, d'une certaine manière, peut aller à l'encontre, pas toujours, mais peut aller à l'encontre de l'élan révolutionnaire qu'il porte et que porte une partie particulière du MAGA, de son électorat. Ce que je veux dire par là, c'est que Trump, en réalité, que fait-il depuis un an sur la scène intérieure et extérieure? Il teste les limites, en fait. C'est un homme il fore le réel, comme il le faisait. On n'a pas un peu dépassé le stade du test, quand même? Ce que je veux dire par là, je ne dis pas qu'il n'agit pas, je dis qu'il teste jusqu'où il peut aller. Il pousse les limites. Il pousse les limites, il tente de repousser les limites et de voir, en fait, ce qui tient et ce qui lâche. Et regardez, par exemple... Parmi les choses qui tiennent, c'est intéressant, il y a la Fed, par exemple. Parce que le FBI a donné l'impression de lâcher, le Congrès, on ne l'entend plus. Il y a tout un tas d'institutions qui sont vraiment sous une pression énorme. La Fed, Bertil Bayard, c'est On a deux grands tests qui concernent l'économie des institutions sur lesquels on n'a pas encore de réponse. C'est la Fed et la Cour suprême sur les tarifs, sur les tarifs douaniers. On attend la décision de manière de façon imminente, la décision de la Cour suprême sur les droits de douane, de savoir dans quelle mesure le président des États-Unis seul pouvait décider de certains des droits de douane qu'il a décidé du jour au lendemain, seul d'un décret présidentiel. Sur la Réserve fédérale, c'est intéressant parce que c'est un combat qui est
annoncé et amorcé depuis le premier jour de sa présidence, et là, même avant, pendant la campagne. C'est un combat très personnel de Trump contre Jerome Powell, c'est un le combat patron de la Fed. Fondamental pour le soutien à la politique économique que lui entend mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il veut une réserve fédérale qui soit à sa botte et qui conduise une politique monétaire parfaitement alignée et décidée par le pouvoir exécutif. Donc, en dépit de l'indépendance de la réserve fédérale. Et ce combat, il s'incarne dans la personne de Jerome Powell, le président de la réserve fédérale, d'autant plus que c'est Trump qui avait nommé Powell à la tête de la Fed. Et donc là, on est au début du premier mandat, on est dans le premier mandat de Trump où effectivement, il n'y avait pas encore cette organisation très professionnelle qu'on a pendant son second mandat. Donc il considère qu'il a fait une erreur et donc a nourri et cultivé une détestation profonde de Jerome Powell, monsieur en retard, c'est un idiot. Très loin parce qu'il est maintenant menacé d'inculpation. Oui, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, le temps passe vite en ce moment. Jerome Powell a été menacé d'une inculpation pour une histoire notamment de dérapage des travaux qui sont entrepris de rénovation de l'immeuble de la Fed. Et donc il a reçu une citation à comparaître, de même que d'autres membres de la Réserve fédérale. C'était un moment intéressant. Donc on se dit c'est un moyen de pression évidemment du pouvoir. On a assez peu confiance aujourd'hui dans l'indépendance de la justice américaine, ou en tout cas du ministère de la Justice américaine vis-à-vis de Donald Trump. Et donc on se dit c'est une façon pour l'administration Trump de faire pression sur Powell pour qu'il baisse effectivement les taux d'intérêt, pour qu'il s'en aille le plus vite possible. Et surtout adresser un message à son successeur et aux autres membres du Conseil des gouverneurs de la Fed en disant voilà ce qu'on est capable de vous faire si vous n'êtes pas aligné. Pour fermer cette parenthèse sur la Fed, Powell part en mai. Le suivant sera à la main de Trump. Il sera à la main ou considéré comme tel. Ouais. Ce qui revient au même, j'allais dire. C'est vu des marchés financiers pour les investisseurs, voilà, c'est se dire les décisions que prendront à l'avenir les membres de la Fed sont potentiellement. Et est-ce que Trump prend un risque en mettant quelqu'un qui aura cette image de docilité? C'est un grand risque sur la crédibilité de la politique monétaire, donc sur la solidité de la monnaie, du dollar et du système financier américain, dans le sens où on se dit, voilà, on est en train de confier, ou en tout cas, Donald Trump essaye de prendre la main sur la planche à billets américaine, qui est le fondement même du système financier mondial. Il y a de quoi s'inquiéter un petit peu, oui. Gilles Gressani, vous disiez, jusqu'à présent, les institutions résistent. Bon, on ne peut pas dire que le FBI résiste beaucoup. Il est devenu complètement à la main. Alors, les juges résistent. La Fed résiste, les États démocrates qui sont aussi dans la cible de Donald Trump, puisqu'il y a rétention de fonds, procès, etc., eux résistent. Donc c'est un peu moitié-moitié, non? Je ne dirais pas qu'elles résistent, je dirais qu'elles existent. Elles existent toujours, voilà. C'est vrai. Parce qu'effectivement, on a vu très peu de moments où il y a eu, des institutions qui ont essayé de marquer des limites. Je pense que ce qui va se passer dans les prochains temps, et ce qui s'est passé dans les 20 premiers jours absolument impressionnants de cette année 2026, c'est au fond cette tentative, je ne sais pas si c'est un test, mais c'est vraiment une tentative de prouver qu'il n'y a pas de limite. Et donc Donald Trump, à la fois dans son aventurisme géopolitique, dans sa quête de conquête territoriale, qui est un bouleversement majeur évidemment, depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'annexent pas de territoire, c'est un empire qui fonctionne beaucoup plus par le dollar et par l'infrastructure du monde commercial, par les bases, que par l'annexion. Et le soft power. Le soft power évidemment, donc la force aussi qui vient du fait d'avoir des alliés, un sujet qui est quand même assez important aujourd'hui. Et on voit bien comment le danger dans lequel se retrouve aujourd'hui le contexte américain, c'est qu'il n'y a pas de limite jusqu'à ce qu'il y a des limites. Et qui sera l'institution? Quel sera le moment dans lequel la question se posera dans des termes explicites? En fait, on est dans un processus d'explicitation, en fait. Et on le voit bien. En fait, jusqu'à présent, il n'y a vraiment pas de limite. La scène ahurissante... Il y a des résistances, mais il n'y a pas de limite. Si vous voulez, la scène totalement ahurissante, digne d'une scène de Shakespeare... du prix Nobel. Du faux prix Nobel. Il faut la raconter un peu pour nos téléspectateurs. Il s'est fait remettre le prix Nobel par Maria Corina Machado, qui avait reçu le prix Nobel, et il a fait organisé toute une cérémonie, alors que le prix Nobel n'est pas transférable. Plus que ça, quand même. C'est dans une séquence dans laquelle il a capturé
le président en place du Venezuela, où effectivement la principale responsable de l'opposition au Venezuela s'attendait à pouvoir être impliquée dans un processus de construction démocratique, et il lui a retiré cette possibilité. Et donc, pour essayer de rentrer dans le jeu, elle lui a remis le prix Nobel. Donc, on parle en fait... Une dernière scène qui est digne du roi, je dirais, d'Alfred Jarry, qui est la lettre adressée au président de la Norvège. Au Premier ministre norvégien. De la Norvège. Voilà. On a cette lettre d'ailleurs, où il dit maintenant, puisque votre gouvernement n'a pas voulu me donner le prix Nobel, ce qui n'est pas tout à fait le gouvernement norvégien, mais bon, je ne me sens plus tenu à la recherche constante de la paix. Même si magnifique. Ça reste mon principal. Mais si vous voulez, la question, c'est pas tant de savoir, c'est ce que dans un entretien qu'on a fait dans la routine avec Elisabeth Rudinesco, la question. Oui, vous posez la question, est-ce qu'il est carrément fou ? Est-ce qu'il est totalement fou ? Et je pense que la vraie question, c'est pas est-ce qu'il est totalement fou, mais c'est pourquoi l'ensemble des institutions suivent cette folie. En fait, c'est ça le vrai thème, le vrai point. C'est-à-dire les élus du Congrès, les juges de la Cour suprême. En fait, nous sommes aujourd'hui dans une espèce de mise en spectacle dans lequel lui-même, aujourd'hui, se sert de la première puissance militaire, de la première économie au monde, de la première réseau diplomatique, de capacités, leviers qui sont quand même objectivement extrêmes pour répondre à des questions qui paraissent effectivement d'un narcissisme enfantin. Oui. Et c'est une des matrices de son succès. C'est précisément le fait que c'est toujours grotesque. C'est jamais totalement tragique. Donc c'est du spectacle. Et c'est ça, c'est aussi pour ça que ça marche. C'est qu'en fait, fondamentalement, Donald Trump est le président du 6 janvier, c'est-à-dire est le président d'une tentative de coup d'État. Mais ceux qui veulent en rire, il leur donne la possibilité d'en rire. Et on peut toujours en fait être dans cette confusion, et c'est ça sa force. C'est aussi sa capacité de séduction interpersonnelle, aussi, on doit le reconnaître, sa force spectaculaire. En fait, depuis un an, on assiste tous à une série télé qui s'appelle The Apprentice in White House, qui en fait, quelque part aussi nous fascine. Ouais. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très nouveau, c'est que le premier mandat c'était un peu comme ça, mais cette énergie spectaculaire ne servait pas à changer les institutions. Cette fois-ci, c'est mis au service d'un changement très radical qui effectivement pourra être testé et devra être testé cette année. C'était en fond, avant les midterms, il faudra savoir si le Sénat ou le président l'emporte. Et comme toujours, c'est la Légion qui décide. Est-ce que la Légion va être du côté du Sénat ou est-ce que la Légion va être du côté de l'empereur ? Dans l'Empire romain. Il y a tout de même un point sur la mise en scène du pouvoir, on a très bien compris, mais il y a quand même cette administration délivre un certain nombre de choses sur ses promesses, en particulier sur l'immigration. Et aussi sur l'économie, qui va pas mal. Alors, Laure Mandeville, il y a du résultat. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que malgré tout... Il fait consensus sur l'immigration. Voilà. Et il ne faut pas oublier, et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, il n'y a pas encore ces limites qui apparaissent ou ces réactions en fait, des États-Unis sidérés, c'est qu'il ne faut jamais oublier en fait, de quel point on part. C'est-à-dire que malgré tout, Trump est réélu alors qu'il est plus que bizarre, plus que scandaleux. Et il est réélu parce qu'il y a une colère d'une puissance telle que le peuple américain, une coalition en fait de différents segments de la population qui va bien au-delà en réalité du MAGA, bien au-delà des conservateurs et des républicains. Il y a une partie de l'électorat anciennement démocrate qui le rejoint, notamment noirs, latinos, etc. Parce que l'autre camp est allé beaucoup trop loin, parce que chez les démocrates, en gros, sur l'immigration, sur le wokisme, sur l'aveuglement sur l'immigration, cette folie identitaire qui a complètement traversé les États-Unis, menant là aussi à des choses effectivement qui tenaient également de quelque chose de totalement ubuesque. Oui. Et donc, il faut pas oublier ça. Et donc, je pense qu'il y a des segments de l'électorat qui ont continué à le soutenir longtemps et qui peut-être soutiennent encore, mais je pense que ça peut bouger, parce qu'il a délivré, il a effectivement, sur le sujet absolument clé de l'immigration, qui a fait sa renommée et qui a fait sa première élection et a contribué à la deuxième, alors que sous Biden, on a eu des flots absolument incroyables d'immigrés qui ont déboulé dans les villes américaines. On a envoyé des reporters à la frontière. Il n'y a plus
plus personne. Et c'est intéressant. Et donc il a arrêté l'immigration alors que l'ensemble de la classe politique, républicain comme démocrate, disait c'est impossible d'arrêter l'immigration, il faudra, ça prendra des années, mais de toute façon c'est pas possible, etc. Il faut donc dire là, aussi avec une politique très brutale. Très brutale, bien sûr. Qui ne fait pas de quartier, y compris dans les villes américaines, où on a maintenant la police qui impressionne et qui fait le plus peur aux citoyens, c'est ICE. ICE, bien sûr. Immigration bien sûr. and Customs mais Enforcement. Ils n'ont pas d'écusson, ils n'ont pas d'insigne, ils sont souvent masqués, et ils arrêtent qui ils veulent où ils veulent. Oui, mais la question, ce qui est intéressant, c'est est-ce que cette brutalité de ICE, c'est quelque chose qui peut faire bouger les lignes au sein de disons, de la nébuleuse des électeurs de Trump? J'en suis pas sûre. Je parlais justement avec Christopher Caldwell, que Philippe connaît évidemment, qui est un journaliste conservateur américain qui suit tout ça de très près, qui d'ailleurs n'est pas complètement trumpiste, et qui dit ce sujet-là, malgré tout, ça ne fera pas tellement bouger l'électorat, parce qu'au fond, les gens sont plus attachés au retour d'une certaine forme de sécurité dans les villes, etc., que à la question, voilà, que la question de la brutalité, en fait, des méthodes de ICE. Donc ça c'est intéressant. Je pense que la question économique dont va parler Bertie est beaucoup plus clé, en fait, comme une des limites, une des réalités auxquelles vont précisément, la potion de Donald Trump a fait peur à beaucoup d'économistes, mais il semble que l'économie américaine la digère relativement bien jusqu'ici. Là où il a réussi déjà, c'est que quelque part la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Effectivement, le début de son mandat, tellement imprévisible, foutraque, le chaos permanent, etc. On s'est dit, enfin bon, les chefs d'entreprise n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont besoin de visibilité, de prévisibilité, etc. Là, c'est tout le contraire. Et donc, effectivement, l'effondrement n'a pas eu lieu, le chaos n'a pas eu lieu, on n'est pas rentré en récession, les marchés... Il y a une croissance de 3% à peu près sur l'année. Donc, on a une croissance qui est correcte, une inflation qui est contenue à un niveau quand même un petit peu élevé, enfin, au-dessus un petit peu en dessous de 3%, et un marché de l'emploi avec un taux de chômage qui augmente un petit peu, mais pareil, à des niveaux qui nous font rêver, qui aux États-Unis sont acceptables, on va dire. Oui. Voilà. Le problème, c'est que tout ça est assez fragile et contrasté. Fragile parce que de la même façon qu'en début d'année, malgré tout ce chaos, on se dit il y a un moment ou un autre où il peut y avoir quelque chose qui casse, notamment du côté du dollar. Ça peut quand même faire beaucoup de... La bulle de l'IA, on dit la bulle de l'intelligence artificielle, voilà, il y a quand même des risques comme ça énormes qui sont identifiés, qui sont inquiétants. Et le problème surtout, c'est que c'est une économie très contrastée, avec effectivement l'intelligence artificielle, la tech qui tire énormément de choses à la fois dans les investissements et dans les indices boursiers. La promesse de Donald Trump, elle était double. C'était de faire de la politique pour les ouvriers américains, l'école bleue américaine. Pour l'instant, les plus pauvres... Est-ce qu'ils s'y retrouvent, et j'allais dire, et même pire quelque part qu'au contraire, souffrent davantage, oui. Le spectacle de l'enrichissement de cercles proches de Trump, des patrons fondateurs de la tech, des investisseurs, etc. Enfin bon, de Wall Street de façon générale qui vit sa meilleure vie en ce moment avec des transactions, des cours qui sont extrêmement élevés. Ce spectacle-là, je ne sais pas à quel moment l'électeur de base de Donald Trump va à un moment avoir un choc de réalité en se disant... Quelque part, on m'a menti. La politique, elle n'est pas forcément faite pour moi. La deuxième limite, c'est effectivement sur les prix. C'est le fameux thème du pouvoir d'achat, de l'affordability en perspective des midterms, qui est de dire qu'à un petit peu moins de 3%, c'est une inflation que les consommateurs américains continuent à ressentir de façon beaucoup plus forte que ce qu'elle est dans les statistiques. Ouais. Et là, donc, il y a un vrai problème pour Donald Trump qui est de faire absolument baisser le coût de la vie aux États-Unis, ou en tout cas d'arrêter de baisser encore l'inflation d'ici les midterms. Mais là, ça va être très, très compliqué. Pour l'instant, il dit que c'est de la propagande démocrate, mais ça ne tiendra peut-être pas jusqu'aux élections de mi-mandat. Oui, l'inflation ressentie par la population, on est forcément sur un phénomène qui est au-delà de... Gilles Gressani, un mot sur l'économie Je pense que c'est une des clés d'explication de ce qui se passe. En fait, les États-Unis, c'est la première économie au monde, et c'est une économie, c'était très justement rappelé, qui continue à avoir de la croissance, qui a d'ailleurs aussi une capacité d'innovation impressionnante. Et c'est dans cette économie-là, dans la première économie au monde, l'économie qui construit l'innovation, dans cette économie-là, qu'une partie importante de la population, si on prend par exemple sociologiquement les blancs non éduqués, en fait, elles se suicident plus, elles meurent plus d'overdose, elles meurent plus d'alcoolisme qu'un Russe. Donc c'est ça le vrai problème des États-Unis, c'est qu'en fait ils ont un problème interne de répartition de richesses
qui fait qu'en réalité, la croissance est capturée par un petit groupe, une oligarchie, et le grand nombre, en fait, ne participe pas à cette... Et donc, il y a eu... Normalement, ce genre de choses sont gérées... Mais je pondère quand même ce que vous dites, parce que les gens ont reçu des baisses d'impôts, et ça, c'est quelque chose qui est immédiat aux États-Unis. J'ai vécu aux États-Unis. Quand vous avez des baisses d'impôts de Trump, vous le voyez d'une année sur l'autre. C'est quand même quelque chose de très tangible. Oui, mais l'écart est aussi très tangible. Sans doute. Mais... Et là, il y a quelque chose, à mon avis, d'assez essentiel. C'est-à-dire, au fond, pour une partie importante de la population, désormais, l'économie n'est plus la réponse. En fait, vous êtes déjà dans la première économie, vous avez de la croissance, et en fait, vous n'avez rien pour vous. C'est pour ça que Trump est en train de se déplacer. C'est le tissu social qui est... Oui, mais c'est fondamentalement... C'est pour ça que le géopolitique remplace l'économique. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'État social, parce qu'il n'y a pas eu la construction d'un vrai État social. Parce que le Parti démocrate n'a pas été capable de porter ça. Il n'y a jamais eu, en réalité. Voilà. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que cette énorme contradiction interne est exportée, est portée à l'extérieur. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est pour ça qu'on a ce discours qui paraît totalement hallucinant, qui est le retour du colonialisme, en fait, cette recolonisation qui est devenue la doctrine, en fait, de la première puissance mondiale, la première puissance de l'Occident, parce qu'en fait, on se dit qu'on va prendre des ressources, on va extraire des autres ce qu'on on ne peut pas à l'intérieur pour essayer de redistribuer un parti. Où on va proposer à des personnes d'avoir des aventures coloniales en devenant des nouveaux corsaires. C'est une des propositions qui est aujourd'hui discutée par des sénateurs trumpistes qui imaginent des lettres de marque qui leur permettraient d'aller tuer, si on est des jeunes, des narcotrafiquants dans d'autres territoires en échange effectivement d'une liberté d'exécution. Le retour de la piraterie voilà, officielle. Ça paraît totalement aberrant, mais c'est un thème qui est sérieusement discuté. Ou évidemment aussi cette idée du Groenland. C'est-à-dire au fond la rouverture de la frontière qui immédiatement vous fait passer d'un régime dans lequel c'est la croissance qui est importante à un régime dans lequel c'est la croissance territoriale. Et donc c'est la capacité de proposer non pas une Amérique plus grande qui partage mieux ses richesses, mais une Amérique qui s'étend et qui rouvre enfin depuis 80 ans l'histoire d'un empire qui est capable aussi d'avaler des territoires. Alors on va écouter ce que dit Stephen Miller, l'un des principaux conseillers de Donald Trump, justement à propos du Groenland, mais vous verrez que ça dépasse un peu le Groenland pour décrire en fait une vision du monde. With respect to Denmark, Denmark is a tiny country with a tiny economy and a tiny military. They cannot defend Greenland. They cannot control the territory of Greenland. Under every understanding of law that has existed about territorial control for 500 years, to control a territory, you have to be able to defend a territory, improve a territory, inhabit a territory. Denmark has failed on every single one of these tests. So they want us to spend hundreds of billions of dollars defending a territory for them that is 25% bigger than Alaska at 100% American expense. But they say, while we do this, it belongs 100% to Denmark. It's a raw deal, it's an unfair deal, and most importantly, it's unfair to the American taxpayer who have subsidized all of Europe's defense for generations now. American dollars, American treasure, American blood, American ingenuity is what keeps Europe safe and the free world safe. And Donald Trump's insisting that we be respected, Sean. Laure Mandeville, c'est toute une vision du monde. Ah mais complètement, et c'est absolument fascinant parce que je crois que en écoutant cette déclaration, on comprend que les Américains, au fond, remettent en cause ce qui a été les bases de l'ordre qu'ils avaient créé, en gros, et notamment de l'ordre de l'organisation de leurs alliances. Ce qu'est en train de dire Stephen Miller, c'est que il n'y a pas de raison objectives pour lesquelles il devrait, par exemple, protéger l'Europe, que le deal ne fonctionne plus. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'après 1945, les Américains ont accepté comme une espèce d'empire bienveillant, tout en défendant leurs intérêts, car ils avaient quand même un intérêt gigantesque aussi, mais ils allaient-venaient entre finalement la protection d'un monde dit monde libre et d'un certain nombre de valeurs et d'un ordre international qui leur profitait,
sécurité et la défense de leurs intérêts nationaux. Et donc ils ont accepté effectivement certaines disproportions dans la contribution qu'ils faisaient à la sécurité par exemple de l'Asie, à la sécurité de l'Europe. Bien évidemment, ils en tiraient profit parce que ça leur assurait le contrôle des voies maritimes, le contrôle de territoires fondamentaux pour eux, pour faire leur projection de puissance. Mais il y avait un deal, et au fur et à mesure du temps, et surtout après la disparition de l'Union soviétique, est apparue l'idée que pourquoi en réalité, alors que la signification géopolitique de l'Europe semblait décroître, pourquoi devons-nous continuer à subventionner cette Europe qui est comparée souvent à des chats grassement nourris et profitant finalement de la protection américaine pour se payer un système de protection, comme Gilles le disait, qui n'est pas le même que celui des États-Unis et qui est en réalité beaucoup plus protecteur et beaucoup plus avantageux. Et donc c'est vrai que c'est quand même assez préoccupant de voir ça. Puis il y a aussi l'aspect prédateur. Et là on en revient à ce que dit cette obsession du territoire. Et là on retrouve Trump qui, pour lui, le territoire, comme un promoteur immobilier, c'est très important. Et ils disent en gros, si on ne possède pas, on ne défend pas bien. Donc il faut qu'on possède. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il possède l'ensemble de l'Europe pour la défendre. C'est le Groenland. Trump a dit au Groenland, on ne peut pas faire certaines choses si on n'est que locataire. Notamment, on ne peut pas miner, on ne peut pas exploiter les ressources. Pour ça, il faut être propriétaire. Il y a un droit environnemental très développé au Danemark, donc au Groenland. C'est ça le fond de l'affaire, c'est de la prédation, Bertie Bayart. C'est difficile à croire totalement comme explication. L'explication par les ressources pour le Groenland. Ça fait partie évidemment de l'équation, mais entre la difficulté à les exploiter pour de bon, voilà, et dans des délais, on est sur tellement du long terme. Est-ce que c'est pas juste pour les posséder et peut-être les exploiter un jour, mais en tout cas que d'autres ne les exploitent pas. De même un peu que le pétrole vénézuélien. Son drapeau signifiait à la Chine et à la Russie que ce territoire-là, effectivement, est totalement inaccessible à ces deux puissances-là. C'est tout à fait crédible. Mais il est déjà inaccessible à ces puissances-là. Oui, il est contrôlé militairement par les Américains et il appartient aux Européens. Oui, mais économiquement, il y a dans une période beaucoup plus agressive. Si l'objet de Trump était de s'opposer à la Russie, il y a, je vous signale une guerre qui se passe en ce moment à quelques milliers de kilomètres d'ici, en Ukraine. Donc, la force de Trump, c'est aussi qu'il nous oblige à penser à partir d'un cadre narratif qui nous impose. Mais pour vous, c'est quoi sa motivation principale au Groenland? On a entendu le discours qui est très clair. Il n'y a plus d'État-nation. Ça n'existe plus la souveraineté. Il y a en Europe ça existe. Ça existe pour les amis de Trump. Il n'y a plus d'État-nation. Il y a peut-être des empires, mais il faudra voir. En tout cas, il y a un empire qui est très évident, qui s'appelle un empire clanique, dont le siège est à Washington, et ne prétendez pas avoir une forme de souveraineté sur tout ce qui importe. En fait, pourquoi le Groenland est essentiel? Parce que ça fait changer l'OTAN d'une manière qualitative. Ça devient le pacte de Varsovie. Ça devient une organisation dans laquelle vous avez un État réel, dans lequel il y a vraiment le pouvoir, et par la suite des États qui sont fantoches, formellement souverains, mais quand la capitale décide qu'il faut changer les modes de production, qu'il faut imposer différents types de tarifs, qu'il faut céder même du territoire, on obéit, et si on n'obéit pas, on envoie des chars. Mais ça... on n'en est pas encore à envoyer des chars, il faut quand même l'admettre aussi. On n'est pas la Tchécoslovaquie. On en est très clairement dans le fait qu'aujourd'hui, une partie de l'armée américaine refuse d'élaborer des plans pour envahir le Groenland. Et on en est là. Et je pense qu'il faut... envahir le Groenland, c'est rien. C'est un corps expéditionnaire de quelques centaines de gens. Il y avait 5000 soldats américains sur l'île, sur la base de... On n'est pas en train de parler, là on n'est pas dans une confrontation militaire, on est encore dans une phase politique. Oui. Le coût d'une opération qui pourrait tuer des soldats européens par l'armée américaine est exorbitant. Et il faut qu'il soit exorbitant. C'est vraiment très important de considérer que c'est une ligne rouge sur laquelle on ne cède pas, parce que c'est très simple. Si on ne met pas des limites là, en fait, ça va s'étendre. L'ambassadeur en Islande parle déjà de l'annexion en Islande, mais pourquoi on s'arrêterait en Islande? Il y a des territoires français qui sont très proches. Saint-Pierre-et-Miquelon. Par exemple. Mais même ça, en fait, pourquoi on s'éteindrait encore plus? Il y a des territoires pacifiques qui sont intéressants. Tous les territoires d'outre-mer français sont fragiles et plus vulnérables.
fondamentalement, pourquoi en fait on considérait que c'est normal que des gens essaient de s'organiser contre les intérêts de la tech américaine? D'où vient cette prétention? Donc je pense que ça c'est très important. Ce qui s'est passé, c'est une clarification. Oui. Le discours de Miller est, je pense, insupportable à l'oreille de la majorité des Français qui l'entendent, parce qu'ils voient là-dessus un peu le ton du proconsul qui dit on a décidé et c'est comme ça. Et je pense que normalement ce genre de choses, en fait, ce basculement d'alliance qui fait que finalement on est totalement vassalisé et soumis, passe par une défaite politique et militaire, mais là nous en sommes... on n'a pas perdu. Et donc je pense que c'est très important qu'on comprenne qu'on est dans un moment très sensible et dans lequel en fait on est encore sur une phase politique. Alors, juste ce point-là, parce qu'il est très important, il y a 13 sénateurs qui, pour la première fois depuis que Donald Trump est arrivé, ont publiquement pris la parole contre toute annexion militaire par les États-Unis du Groenland. Donc là aussi, il y a des institutions. Là aussi, il y a de la politique. Et c'est important qu'on comprenne que c'est un rapport de force politique et qu'on peut jouer. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore une question politique, mais ça peut devenir une question militaire. On n'a aucun intérêt à ce que ça devienne une question militaire. Oui. Bertie Bayart, l'instrument de cette coercition, c'est les droits de douane, mais en fait, c'était que le hors-d'œuvre, semble-t-il, non? Et, même si ça continue à être utilisé, puisque Donald Trump, pas plus tard qu'hier soir, a menacé Emmanuel Macron et notre année de droits de douane, vins français de 200%. Qu'on a découvert sous toutes les formes et de tous les montants. Oui, donc là, la menace de Donald Trump, qui cette fois est reprise au sérieux cette fois-ci, parce qu'il la date au 1er février et il vise 8 pays de l'Union européenne et alentour, parce qu'il y a aussi le Royaume-Uni notamment et la Norvège, qui se sont impliqués dans le dossier groenlandais. Il les menace donc de 20% de 10% de droits de douane supplémentaires au 1er février, et puis une deuxième louche cet été si le dossier n'est toujours pas réglé. Et donc, 200% pour les vins et spiritueux français, parce que alors là, c'est pas sur le Groenland, Macron... c'est parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas participer à son Conseil pour la paix. Il a donc décidé, il a donc menacé de 200% de droits de douane sur les champagnes et les vins français, ce qu'il avait déjà fait avant l'été, et ce qu'il avait déjà fait pendant son premier mandat. Donc ça permet à la fois de relativiser la menace et en même temps, la guerre commerciale, il l'a bel et bien déclenchée. C'est très disruptif, ces droits de douane universels appliqués au monde entier, mais en même temps, ça n'a pas fait s'écrouler l'économie mondiale. C'est disruptif parce que c'est unilatéral sur des fondements qui n'ont rien à voir avec ce qu'on essayait de consolider depuis quelques décennies sur les fondements de l'OMC, etc. Donc c'est vraiment juste, c'est un peu à la tête du client. Sur la production de fentanyl, il en a fait. Mais ni l'économie américaine, ni l'économie, les autres économies ça s'absorbe, ça crée un peu de difficultés dans les évolutions de chaînes de valeur, ça crée un peu de disruption. 200 milliards aux Américains, au Trésor américain, ce qui est une goutte d'eau. Sur un budget de 6 800 milliards. Ce qui est très frappant avec cette histoire, c'est qu'on l'a considéré au départ comme étant l'instrument d'abord de la rivalité sino-américaine. Oui. Et en fait, c'est devenu... Voilà, vous voyez, depuis tout à l'heure, on parle du Groenland, un peu de l'Ukraine, etc. On ne parle plus de la Chine. Oui. Or, c'était la clé d'entrée au départ de la compréhension quand on essayait de comprendre ce qui se passait dans cette administration américaine. On disait, voilà. Et en plus, ça avait le mérite d'être une continuité de l'administration précédente, quoi. Et c'est la rivalité sino-américaine qui va structurer l'évolution du monde. Et le côté douanier tarifaire de Donald Trump, c'était un élément de cette bataille contre la Chine pour mettre fin à l'invasion. Et c'est la Chine qui s'en sort le mieux. Et pour le moment, on voit bien que c'est la Chine qui s'en sort le mieux. Et donc, c'est là aussi que ça a été très déstabilisant, cette évolution tout le long de l'année. C'est-à-dire que les amis sont moins bien traités que les ennemis, quelque part. Oui. Donc, le côté allié n'a plus aucune espèce d'importance dans la façon d'être considéré et traité par la politique américaine. Oui, mais je ne pense pas quand même qu'on puisse dire, si je peux permettre, je pense que c'est tout à fait juste qu'il y a un glissement, mais je ne suis pas sûre que ça veut dire pour autant que cette confrontation fondamentale a disparu. Je pense qu'elle continue en sous-main de structurer l'approche. En même temps, est-ce que Trump n'est pas plus à la recherche d'un accord avec les Chinois du fait qu'ils ont des armes et qu'ils les ont clairement mises sur la table,
alors qu'il est dans l'unilatéralisme beaucoup plus brutal avec les Européens? Il me semble que c'est vrai sur le plan tactique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Trump ne peut pas prendre de front la Chine sur le domaine commercial, et d'ailleurs il s'est incliné, mais ça ne veut pas dire que la machine américaine, que les gens qui sont autour de lui ne considèrent pas qu'il s'agit, je crois, qu'il s'agit d'une confrontation structurante et stratégique. Et de long terme. Mais je pense qu'il y a différentes factions en réalité au sein du MAGA et au sein de la nébuleuse Trump. Et vous avez des dissensions extrêmement profondes qui aussi rendent la lecture en fait de tous ces équilibres difficiles. Quand vous regardez par exemple quelqu'un comme Musk, qui a été qui reste quand même un acteur très important dans cette configuration, Musk joue une carte chinoise, alors que une autre partie du MAGA est beaucoup plus, qui est représentée par Elbridge Colby, une partie du Pentagone, les partisans de cette vision impériale, etc., savent bien, et ils sont présents par exemple au sein du policy planning au département d'État, savent que la Chine, c'est le gros morceau, c'est la grande menace qui peut faire basculer. Regardez ce qui se passe d'ailleurs, où vont les pays comme le Canada par exemple, qui se sent menacé par Trump, ils vont chercher une sorte de politique d'équilibre du côté de Pékin. Je ne suis pas certaine que ce soit une excellente idée. Gressani, sur la Chine. Moi, je pense que c'est effectivement une des choses qui montre les limites implicites du projet trumpiste. C'est qu'au fond, il ne peut être fort qu'avec ceux qui sont vulnérables vis-à-vis des États-Unis, donc avec les alliés. Ouais. Et en fait, il y a une chose qui est structurante, c'est un terme un peu technique, c'est l'arsenalisation des interdépendances. Donc un gros l'arsenalisation des interdépendances. Voilà, quand vous avez, mais c'est deux excellents auteurs qui écrivent dans le continent, Farrell et Newman, qui ont travaillé sur cette idée-là. En fait, eux, ils parlent de Enshittification of the American Empire. Enshittification, c'est un terme technique, ça paraît pas, qui permet de comprendre en fait l'évolution des modèles économiques d'une bonne partie des économies des plateformes. Et vous traduisez ça comment alors ? Je vous laisse l'honneur de faire cela. En fait, ça dit un processus en deux temps. Le premier temps, c'est que vous avez un produit, que vous proposez un produit qui a une grande valeur. Et donc, il y a plein de personnes qui l'adoptent et vous avez besoin de le financer. Donc, vous levez de fonds sur l'idée qu'un jour, ça sera rentable. Et puisque plein de personnes l'ont adopté, vous avez une situation presque de monopole, et donc là, c'est le deuxième temps. Là, vous commencez à baisser la qualité du produit et à extraire le maximum de valeur de vos usagers. Et donc, c'est un peu ce qui s'est arrivé avec la plupart des plateformes. On a un peu cette expérience. C'était un produit qui marchait très bien et qui s'est enshittifié. Là aussi, je vous laisse traduire. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est ce qui est en train de se passer avec les États-Unis. Ils avaient construit un système qui était très, très pratique, des alliances avec une bonne partie des États occidentaux, avec des échanges qui étaient mutuellement favorables, mais quand même asymétrique. Et aujourd'hui, ils veulent extraire plus de valeur parce qu'ils ont ce problème interne. Et donc, en le faisant, ils détruisent même la possibilité d'une alliance. Et c'est pour ça que, paradoxalement, Trump est beaucoup plus dur avec les Européens qu'il est avec les Brésiliens ou les Chinois, qui sont en fait deux pays, ces deux exemples, qui ont réussi à faire céder Donald Trump. Parce qu'ils sont beaucoup moins exposés. Ils ont fait comment, les Brésiliens ? Parce qu'ils ont quand même moins d'atouts que la Chine. Ils sont beaucoup moins exposés d'un point de vue commercial. Ils ont des tarifs de 50%. Oui, mais ils ont une volonté politique très forte. Et ça nous dit une chose. Ça nous dit qu'effectivement, Donald Trump aime le spectacle de la guerre, aime l'acte de guerre, mais il n'aime pas la confrontation qui dure longtemps. C'est ça en fait, il fait la guerre au passé simple et pas à l'imparfait, si vous voulez. Vous voyez. Donc vous êtes en train de nous dire. C'est un côté rassurant, si je peux me permettre. C'est pas qu'il est rassurant. On est en train de définir les réponses possibles de l'Europe, alors. Mais c'est ça. Ça nous dit en fait qu'il est. Moi, je vois pas. Il n'y a rien de ce qui se passe aujourd'hui à Washington qui me paraît rassurant. Non, ce que je trouve rassurant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même un côté courte vue, c'est-à-dire qu'au fond, ce côté transactionnel, quand Trump commence des choses, mais il ne les finit pas toujours. Il ne finit pas parce qu'en réalité, il est profondément, disons, dans sa folie, il y a une forme de pragmatisme. C'est-à-dire qu'en fait... Et peut-être de velléité aussi. C'est-à-dire quand il est confronté à une réalité, il peut reculer, peut-être pas toujours, parce qu'il va être confronté à d'autres... Mais alors, justement... Il va être confronté aussi à d'autres réalités, par exemple, les réalités stratégiques profondes. C'est-à-dire, par exemple, la question de la Russie. Pourquoi aujourd'hui il bute ? Parce qu'en réalité, il refuse de voir la réalité stratégique
de la Russie, il voit ce qu'il veut voir, c'est-à-dire je vais faire un deal, parce qu'en réalité ça doit les arranger aussi, et ça me permettra de le faire basculer dans mon escarcelle, on aura des partages de sphères d'influence, on s'entendra sur l'Arctique, et on... Donc ce que vous nous dites, c'est que la réalité de Trump se heurte à la réalité de Poutine. Mais bien sûr, parce que la réalité de univers. Poutine n'est pas une réalité transactionnelle. Poutine est engagé dans une guerre totale de long terme avec l'Occident. Une guerre de revanche, c'est une guerre profonde. C'est un peu la même chose que la question du Moyen-Orient. Trump tente une approche purement transactionnelle avec je vais reconstruire Gaza, je vais mettre tout le monde d'accord, on va tous faire de l'argent, etc. Et en réalité, il y a des profondeurs stratégiques. Pourquoi aujourd'hui il est en désaccord avec les Israéliens, par exemple sur l'évaluation d'un certain nombre de réalités au Moyen-Orient, en Syrie, au Qatar, etc., en Turquie? C'est parce que lui croit à la transaction, alors qu'en réalité, il y a des réalités profondes qui sont dans les passions, qui se situent On ne passe pas du rapport part. de force Non. à la transaction comme ça en un claquement de doigts. Exactement. Revenons à notre idée qu'il se dessine là des solutions ou des voies de réponse possibles pour les Européens. Est-ce que, par exemple, cet outil, cet instrument anti-coercition, surnommé le bazooka, qui a l'air de faire peur davantage aux Européens qui pourraient l'utiliser qu'à Donald Trump qui pourrait en être la cible, est-ce que vous croyez vraiment qu'on va le mettre... Parce que le mettre sur la table ne suffira pas, n'est-ce pas? Il faudra convaincre Trump qu'on est prêt à l'utiliser. Le but, comme dans toutes ces armes-là, c'est de le mettre sur la table. Pour le mettre sur la table, il faut être prêt à tirer, tout en souhaitant ne jamais avoir à le faire. Mais il faut vraiment être prêt à le faire. C'est une arme de dissuasion. Voilà, mais la dissuasion dépend de la crédibilité, pas du bazooka. Et donc ce serait de prendre des mesures commerciales un petit peu exorbitantes vis-à-vis des États-Unis, en punition, entre guillemets, ou en réaction. Vous y croyez ou pas? Plus exactement. Pas vraiment. Pas vraiment. Les Européens sont baignés dans un univers les qui Européens n'est pas... ont été très choqués, je pense quand même, par cette histoire de droit de douane à cause du Groenland. Ça, vraiment, il y a une réaction qui a été beaucoup plus immédiate, beaucoup plus viscérale, j'allais dire, de la part de la plupart des dirigeants européens. C'est très clair, c'est je veux prendre possession de quelque chose qui ne m'appartient pas. Je veux dire, on est sur quelque chose, aller à la guerre avec les États-Unis, enfin à la guerre, à la fois la confrontation avec les États-Unis pour l'histoire de régulation du numérique, etc. C'est quand même, c'est un petit peu abstrait. Le côté intégrité territoriale, la frontière, ça a quand même une valeur dans l'esprit européen qui est toute particulière. Ouais. Et le deuxième point, c'est que clairement, c'est ce que Donald Trump fait depuis un an, c'est d'aller essayer de faire de levier, d'enfoncer des coins à l'intérieur de l'Union européenne. C'est pas l'Europe en tant que telle, c'est l'Union européenne qui est d'abord la première cible de Donald Trump. Ils n'en veulent pas de l'Union européenne. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'ils détestent et qu'ils veulent essayer par tous les moyens, y compris par la politique intérieure de certains pays, l'Allemagne, la Pologne, s'appuyant etc. sur les forces souverainistes, la Hongrie évidemment, l'Italie parfois. Il y a cette volonté vraiment d'affaiblir l'Union européenne. Bon. Est-ce qu'on ira? On voit bien que malgré cette réaction viscérale, on a déjà pas mal de recul dans certaines déclarations, notamment en Allemagne. L'Allemagne est en train de prendre à nouveau la prudence. Il faut la majorité qualifiée à 2 reprises. Ouais. Donc à l'entrée de la procédure, quelques mois se passent, et à la sortie de la procédure, vraiment pour le déclenchement des contre-mesures. Le temps de la réflexion, il ne faut jamais le donner aux Européens. Ça sera le temps de la. Mais après, c'est vrai qu'avec cet instrument, on peut s'amuser, entre guillemets, à imaginer plein de choses. On peut couper Netflix, on peut couper X, on peut surtaxer tous les services financiers américains. Parce qu'il faut expliquer ce que c'est que ce bazooka, c'est en fait fermer le marché européen à une puissance qui a une démarche coercitive vis-à-vis de l'Union ou des pays membres. Toute puissance qui utilise une arme économique pour obtenir un résultat stratégique contraire à la volonté, qui va à l'encontre de la souveraineté d'un pays ou de la zone. Et on ne se tire pas dans le pied avec ce bazooka? On se tire toujours dans le pied avec ces armes-là. Et même Donald Trump, quand il déclenche des armes économiques, il se tire aussi dans le pied. Mais le problème, c'est que l'enjeu est colossal, mais le problème de ces escalades, c'est qu'à la fin de l'histoire, si on tire le fil jusqu'au bout en théorie, on a le problème du soutien des États-Unis à l'Ukraine,
C'est-à-dire que voilà, si on les chatouille trop, on a évidemment... c'est fini, en même temps, c'est fini le soutien des États-Unis à l'Ukraine. C'est-à-dire que honnêtement, moi je pense que là, on est face à une réalité. Il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire que je pense que les Européens doivent comprendre que s'ils lâchent sur la souveraineté territoriale d'un État, membre de l'UE, on est fichu. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire confiance. Comment on peut imaginer qu'on puisse faire confiance à Trump pour défendre un accord sur l'Ukraine, qui n'est même pas membre de l'Union européenne, face à une Russie avec laquelle Trump ne cesse de vouloir s'entendre depuis le début et a déjà plusieurs fois dit, en réalité c'est écrit dans la doctrine de sécurité nationale américaine, qu'en réalité il cherche la stabilité stratégique avec Moscou. Donc c'est pas je pense que ça serait une catastrophe. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que il me semble que si on lâche sur le Groenland, Trump considérera qu'il peut s'essuyer les pieds sur l'Europe. Je me souviens, pendant la campagne, j'étais allée à Washington pour faire quelque chose sur la politique étrangère que préparait Trump. Et j'avais rencontré quelqu'un de son équipe qui était à la Heritage Foundation. Et je me souviens maintenant, que ça m'est revenu après, avec le recul récemment, qu'il m'avait dit quelque chose d'important. Il m'avait dit... pourquoi est-ce qu'on doit préserver l'OTAN après tout ? Je lui ai dit, écoutez, c'est aussi votre intérêt, c'est la sécurité quand même de l'Alliance, de l'Europe. Et il m'a dit, mais si vous acceptez que nous soyons ceux qui vous défendent, cela veut dire que vous n'êtes pas un État. Vous n'êtes pas un vrai pays, parce qu'un vrai pays, vous n'êtes qu'un protectorat. Et donc, si vous ne savez pas vous défendre tout seul, vous n'avez pas droit, vous n'avez pas finalement légitimité à vous présenter comme une nation. En effet, c'est assez clair. Je voudrais quand même finir, puisqu'il nous reste que 4 minutes, sur quelque chose de peut-être un petit peu plus folklorique, mais c'est ce Conseil de la paix de Donald Trump, dont la charte prévoit qu'il a tous les pouvoirs, une sorte de présidence mondiale, un directoire du monde qui remplacerait l'ONU, mais aussi le G7, le G20, peut-être les BRICS et d'autres. Est-ce qu'il faut y aller ou pas, Gilles Gressani ? Déjà, il faut comprendre quelle est la source intellectuelle, cette idée qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire, en fait. C'est la pensée de Curtis Erwin, un des idéologues néo-réactionnaires, qui pense qu'il faut transformer l'État en une grande entreprise. La question que vous posiez sur Trump, est-ce qu'il est fou, peut très bien se poser sur Curtis Erwin. Je pense que la réponse est là. Mais la question très étonnante du Washington aujourd'hui, c'est que le plus un penseur ou quelqu'un est marginal et radical, le plus il est central. Il faut le prendre en compte. Donc c'est effectivement l'idée de redessiner les relations internationales, le monde, à partir d'une idée qui est néo-réactionnaire, qui nous fait revenir avant la Révolution française, donc ça date un peu, et même en fait en réalité avant l'État comme une construction dans laquelle il y a des souverainetés politiques et populaires. En fait c'est très simple, c'est des clans qui décident en dernière instance comment on vit et comment on régule, comment on décide de s'organiser. Je pense que quand on l'explique dans ces termes-là, on se rend compte que c'est une idée qui ne peut pas fonctionner. Enfin, en tout cas, qui ne peut pas fonctionner en démocratie. La seule manière pour faire fonctionner cette révolution qu'ils sont en train de mettre en place, c'est effectivement de sortir définitivement du cadre démocratique, c'est de finir avec la souveraineté personnelle, avec l'idée que les êtres humains puissent se définir, et aussi avec la souveraineté politique. Leur idée, au fond, c'est disloquer les institutions, avoir une espèce de bord dans lequel c'est ça, c'est entre des grands seigneurs du monde. Qui est soumis. Quand vous regardez l'état du monde aujourd'hui et les rapports de force, est-ce que ça a une chance de marcher ou pas ? Je pense que c'est une réponse. On voit un certain nombre de pays qui ont l'air disposés. Alors, il faut préciser que le siège, pour rester plus de 3 ans dans cette ONU privée, il faut payer $1 milliard quand même. Et selon les sources américaines, en cash. Et comme c'est arrivé aussi au Venezuela, c'est pas par des fonds qui sont contrôlés par le Trésor, c'est par des fonds qui sont contrôlés directement par le président. Donc on est vraiment dans une autre définition de ce que c'est l'État. C'est l'État qui est mis à disposition de l'enrichissement du roi, de l'empereur, plutôt qu'effectivement le trésor royal. C'est le triomphe de la corruption, Bertie Bayard. C'est difficile de... Déjà aux États-Unis, maintenant, projeté à l'international. Moi, je pense que ça dépend de nous. Il faut dire aujourd'hui que nous sommes dans un contexte dans lequel
une bonne partie de la bifurcation qu'on a face à nous dépend de notre capacité de réagir, d'être fiers, d'être à l'auteur de notre histoire. Donc Emmanuel Macron a raison de décliner l'invitation. Merci Bayer. Oui, ça là-dessus, sur ce conseil, je pense qu'il n'y a aucune raison. Le problème, c'est qu'il est un peu seul pour l'instant, à l'avoir dit, en tout cas. À l'avoir dit, ça ne veut pas dire que les autres signeront. Voilà. Et le problème, c'est effectivement quand ça va commencer à arriver, si le mouvement est lancé, il y a toujours un risque de... ne serait-ce que pour s'éviter les foudres de Donald Trump. C'est toujours la même chose. Tout le monde est conscient aujourd'hui qu'il n'a aucune limite et aucune barrière aux mesures de rétorsion qu'il peut prendre. On a du mal à imaginer les Chinois adhérer à ce type de... ou même les Russes d'ailleurs qui ont été invités. Je crois que l'un des propos les plus frappants qu'on a eu de la part de Donald Trump cette année, c'est vraiment cette phrase dans le New York Times il y a une semaine ou deux, quand on lui a posé la question où sont vos limites, il n'en reconnaît qu'une seule, sa propre conscience, ce qui est quand même sa propre moralité. La conception, sa propre moralité, c'est une conception du contre-pouvoir qui est quand même la plus... Je trouve que sur cette phrase, on concentre beaucoup de choses. Et sur cette phrase, nous devons conclure notre conversation et notre débat. Merci infiniment à tous les trois. Nous reparlerons de Donald Trump, qu'on le veuille ou non. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.